Alors, Avec tout de suite un scoop qu'on n'avait pas prévu. Il vient de se mettre à pleuvoir sur Metula et dans la première tiers de mai, c'est un événement très très rare. Donc voilà. Bah écoute Stéphane, on fera une édition spéciale la semaine prochaine sur la météo de Metula. Bah aujourd'hui, vous le savez, on a plein de sujets importants et intéressants à passer en revue avec vous. Et on va commencer par cette information qu'on a appris. Un membre du Hamas, il s'agit de Mahmoud Hattouna, qui a été arrêté par Israël début avril. C'est ce qu'ont apporté l'agence de sécurité israélienne. Alors Stéphane, Mahmoud Hattouna a été arrêté après avoir franchi la frontière entre Gaza et Israël en possession de 2 couteaux. Il aurait eu l'intention d'attaquer les forces israéliennes. C'est ce qu'on apprend en tout cas venant des autorités. Mais Stéphane, cette info, elle vous a tenu éveillé à Metula une bonne partie de la nuit à la Ména. La raison, c'est l'importance notamment de cet homme pour le Hamas. Ça vous semble assez spécial qu'il ait tenté une incursion en Israël. Tout d'abord Stéphane, qui était ce Mahmoud Hattouna? C'est Mohamed Attaouna, et puis il faisait partie des forces de Ezzeddin el-Qassam, c'est-à-dire le bras armé du Hamas, et même probablement du Nahba, c'est-à-dire les forces d'élite du Hamas. Et voilà que le Hamas envoie ce bonhomme taillader les barbelés, et il l'envoie en Israël avec 2 couteaux et avec pour mission d'essayer d'agresser tout Israélien qui va aller à sa rencontre, que ce soit en civil ou en militaire d'ailleurs. Et là, ça joue pas. C'est ce qui nous a occupé cette nuit. C'est-à-dire que d'abord, ce monsieur Attaouna, c'est un spécialiste des tunnels. Après avoir été arrêté, il a indiqué aux enquêteurs israéliens tout ce qu'on pouvait désirer savoir à propos des tunnels. Leur cheminement, où ils avaient été creusés, comment ils avaient été creusés, le fait que le creusement commençait toujours à partir de maisons privées à Gaza ou d'institutions, on pense aux fameuses écoles de l'ONU à Gaza, les hôpitaux, etc., pour qu'Israël puisse pas bombarder ces entrées de tunnels. Comment ils sont organisés? Alors, Jim, il y a des douches dans ces tunnels, il y a des salles à manger pour que les gens, les miliciens du Hamas puissent patienter des semaines et même plus dans ces tunnels, dans l'attente d'une mission contre Israël. Et comme c'est des tunnels stratégiques, eh ben, ils vont déboucher dans le territoire israélien. Et ils vont surprendre les gardes israéliens, bien entendu, parce qu'ils vont réussir à sortir des tunnels derrière les lignes israéliennes, se retrouver dans des kibboutz ou dans des villages et faire des carnages. Voilà l'idée. Mais alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre à Metula, c'est pourquoi on prend un type qui en connaît autant au niveau des tunnels, et puis on le fait passer en Israël avec tout ce qu'il sait, en sachant aussi qu'il a 99,9 chances sur 100 de se faire arrêter par les Israéliens, et ensuite interrogé par le Shabak, le service de sécurité générale, et que face au Shabak, eh bien on peut pas garder trop de secrets, on va tout dire, et puis il a tout dit. Et puis au moins, si on avait voulu rendre un petit peu crédible cette opération, on l'aurait muni au moins d'une mitraillette, c'est-à-dire qu'une mitraillette est quand même un tout petit peu plus efficace que des couteaux, mais de toute façon, c'est une absurdité absolue que d'envoyer quelqu'un qui en connaît autant dans une mission qui est une mission suicide, pire qu'une mission suicide, une mission où ce Mohamed Attaouna avait vraiment toutes les chances de se faire cueillir par le Shabak. Et puis, l'étonnement continue, c'est-à-dire que le Shabak l'interroge, et le Shabak, qui est la discrétion même, publie quelques heures après la découverte d'un nouveau tunnel stratégique dans le sud de la bande de Gaza, tout ce que ce Mohamed Attaouna lui a dit, avec un grand souci de détail, je dirais même. Et c'est comme pour dire au Hamas, écoutez Hamas, on sait où sont vos tunnels, on va chercher maintenant là où Attaouna nous a dit, on sait comment vous les avez construits, on sait comment vous les utilisés. Faites attention Hamas. On va venir vers vous, on va venir débusquer ces tunnels. Faites attention, Hamas, préparez-vous parce que on va œuvrer pour la destruction de ces tunnels et on sait où ils sont, on sait comment ils sont faits. Fait tout ce que Attaouna est censé avoir dit au Shabak.
Eh bien, tout simplement, c'est un sujet très délicat, mais il vient de notre réflexion, donc on a le droit d'en parler. Puis on sait encore 2 ou 3 autres choses, mais dont on parlera pas à l'antenne. Eh ben, on n'y croit pas. On n'y croit pas, Jim. On ne croit pas que le Hamas soit si bête pour envoyer quelqu'un d'aussi important en Israël, sachant qu'il va être arrêté. Alors on se dit une ou 2 choses. On se dit d'abord peut-être qu'il avait failli à sa mission et puis qu'on voulait le faire tuer par les Israéliens, ou alors c'est une opération d'intox, c'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un avec des fausses informations dans l'espoir qu'il se fasse arrêter par les Israéliens et qui donne aux Israéliens des fausses informations. Mais de toute façon, c'est beaucoup trop épais, c'est beaucoup trop gros, dans le sens où même le Hamas, qui est peut-être pas l'organisation la plus futée au monde, comprend bien que les Israéliens vont pas gober quelque chose d'aussi simple, c'est-à-dire qu'on leur met un appât énorme, qui est incapable de se défendre avec ses 2 couteaux, et puis qui sait tout, et puis qui se met à table. Ça ne tient pas l'eau des 2 côtés, et on est en train de se poser les questions nécessaires, et malheureusement, je le répète, c'est tellement délicat qu'on va probablement garder nos conclusions pour nous. On va simplement donner aux lecteurs de la MENA pendant la journée et aux auditeurs de Radio Judaïka maintenant toutes les pièces du puzzle afin que eux-mêmes puissent se poser les questions. En fait, en fin de compte, comme toutes les affaires très compliquées, en finalité, c'est assez simple, Jim. Merci Stéphane pour ces explications. On suivra donc cette affaire de très près sur le site de la MENA. On reviendra peut-être avec vous sur ce sujet dans le courant de la semaine, ou en tout cas au plus tard vendredi prochain. Stéphane, l'autre sujet du jour, c'est l'armée israélienne qui a répondu à 10 tirs de mortiers palestiniens. C'était hier. Il y a encore eu 3 tirs ce matin. Alors Stéphane, on entend souvent parler de tirs de roquettes. Là, on parle de tirs de mortiers. Pourquoi le Hamas utilise le mortier actuellement ? Alors, c'est lié à la première information qu'on a traitée ce matin, c'est-à-dire que ça a commencé avant-hier. Hier, on a découvert un tunnel un tunnel stratégique, c'est-à-dire ces fameux tunnels qui partent de Gaza, qui arrivent en Israël, qui, en cas d'affrontement avec Israël ou d'opération armée de la part du Hamas, permet d'envoyer en Israël des combattants par surprise qui font donc irruption sur le territoire israélien, et ce qui les aide à nous surprendre et à tuer le plus de monde possible. Donc hier, on a trouvé un de ces tunnels. C'est le deuxième qu'on trouve, Jim, en un mois. L'autre, c'était au mois d'avril. C'est un tunnel de 28 mètres de profondeur, ce qui est énorme. On peut se demander, c'est évidemment ce qu'on fait, comment on découvre un tunnel à 28 mètres de profondeur. Ça peut être lié à l'affaire dont on parlait précédemment, et je dis ça par souci de garder, de conserver les informations par devers nous. Donc 28 mètres de profondeur, au sud, très au sud, proche de la frontière égyptienne, très près de l'autre tunnel qu'on avait découvert au mois d'avril. Alors, le Hamas devient fou. Le Hamas, déjà avant-hier, quand on n'avait pas encore trouvé le tunnel, eh bien, il voit bien qu'on s'approche, qu'on creuse. C'est pour découvrir et mettre à jour un tunnel qui est à 28 mètres de profondeur, faut de sacrés engins, de sacrés bulldozers, des foreuses. J'ai eu la chance de les voir de mes propres yeux. Il y en a plusieurs le long de la frontière avec Gaza. C'est quand même assez impressionnant. Et puis le Hamas, il sait où se trouve son tunnel. Donc il veut nous empêcher, il veut nous gêner en tout cas dans notre progression vers l'identification de cette galerie. Et il se met à tirer des obus de mortier qui sont une arme assez primitive, mais qui ont causé beaucoup de dégâts, qui ont causé beaucoup de blessures et même des morts dans les conflits avec Gaza. Et que fait Israël ? Eh bien, Israël réplique avec des chars Merkava, à partir de buts artificiels en terre préaménagés. Les Merkava montent sur les buts et visent les origines des tirs de mortier. Voilà les échanges, et on a même fait intervenir par 2 fois l'aviation, parce que c'est une doctrine maintenant dans le Sahel, quand on est attaqué, on riposte, et on riposte de manière disproportionnée pour faire parler les parlementaires européens, et ça s'est passé comme ça avant-hier et hier. Alors hier, la raison des bombardements du Hamas est différente. On a déjà trouvé le tunnel, et on est en train, maintenant, au moment où nous
parlons sur Radio Judaïka, eh bien, on est en train d'abord de voir ce qu'il y a dedans, de définir s'il s'agit d'un tunnel qui a été fait après 2014, après le conflit avec Gaza, donc un tunnel nouveau ou un ancien tunnel qui n'est pas utilisé par le Hamas. On va étudier son cheminement. Puis une fois qu'on saura absolument tout sur ce tunnel, on a même pénétré de 100 mètres à l'intérieur du territoire de Gaza pour voir où il continuait, où étaient ses sorties. On étudie vraiment, on scrute vraiment cet ouvrage. Et puis quand on saura tout à son sujet, on va le faire exploser d'une telle manière qu'il sera impossible, ou en tout cas très 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 difficile de le reconstruire, de le réutiliser. Alors Stéphane, on l'a vu, 10 tirs hier, 3 tirs tôt ce matin. Est-ce que ça peut dégénérer? Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouvel été 2016 comme celui de l'été 2014? Ça peut toujours dégénérer, c'est de la situation avec le Hamas. Il y a eu une très bonne remarque de notre camarade de la MENA palestinienne hier, Sami El-Soudi, qui a dit, on sait, en gros, combien coûte le creusement d'un tunnel stratégique, c'est quelques millions, voire quelques dizaines de millions d'euros. Et puis, ce que Sami nous explique, eh bien, c'est qu'avec tous les tunnels que les Israéliens ont déjà découverts, avec l'argent du béton et du fer à béton, ben, il aurait déjà été possible de reconstruire tout Gaza. Donc, voilà un petit peu où le bas blesse. Le Hamas a investi tellement d'argent dans ces tunnels que ça l'irrite au plus haut point. C'est pratiquement sa seule arme au niveau de la sophistication israélienne. Et puis nous, on va continuer à chercher à détruire ces tunnels, c'est bien évident. Et c'est insupportable pour le Hamas qui a mis tout l'argent, je dirais son argent, mais c'est pas son argent, c'est l'argent des donations du monde entier, des pays arabes, de l'Union européenne, de la Belgique, de l'argent que ces grands naïfs ont attribué aux Palestiniens pour reconstruire Gaza. Et puis les Israéliens aussi sont des grands naïfs parce qu'il n'y a pas de ciment à Gaza. Et c'est nous qui vendons du ciment à Gaza. On s'est arrêté de le faire pendant un moment parce qu'on avait constaté que ces matériaux de construction allaient directement pour le creusement des tunnels. Et sous la pression internationale, on s'est remis à fournir du ciment et du fer à béton. Je ne sais pas si on va s'arrêter parce que ça devient complètement stupide, c'est-à-dire de fournir à l'ennemi les moyens de nous attaquer. Et ça devient également stupide pour les pourvoyeurs de fonds de payer de l'argent pour reconstruire Gaza alors que cet argent est utilisé pour détruire les Israéliens, pour combattre les Israéliens. Donc c'est insupportable pour le Hamas que nous découvrions ces tunnels et c'est inacceptable pour nous de les laisser où ils sont. Donc c'est tout à fait une spirale qui nous mène à une confrontation. Cela dit, le Hamas sait très bien qu'en cas de confrontation, mais il ne fait pas le poids contre l'armée israélienne et il n'est pas plus pressé que cela de voir de nouvelles destructions de l'ampleur qu'il y a eu en 2014. Donc le Hamas fait tout ce qu'il peut pour limiter cette spirale de violence et il est aidé en cela par le Qatar qui a des relations à la fois avec Israël, avec le Hamas et qui est intervenu à plusieurs reprises ces dernières heures pour faire que les choses s'apaisent et semble-t-il ce matin, eh bien il y aurait eu un accord trouvé justement par cet intermédiaire et les choses seraient sur la voie de se calmer. Mais quand on a une organisation qui, à la place de reconstruire la bande de Gaza, utilise tous les moyens qu'on lui donne pour continuer la guerre de manière agressive et offensive, eh bien il faut pas se leurrer non plus. C'est-à-dire que la prochaine confrontation avec Israël est peut-être pour dans quelques mois ou dans quelques années, mais il est évident, Jim, qu'elle viendra. Voilà Stéphane, une information qui vient de tomber. On apprend que l'aviation israélienne vient de faire un nouveau raid dans la bande de Gaza. C'était cette fois en riposte aux 3 tirs de mortier à l'aube ce matin.
Alors Stéphane, une autre information, elle est belgo-israélienne. C'est le ministre-président wallon, Paul Magnette, qui était en visite dans les territoires palestiniens. Il a rencontré de nombreux membres du gouvernement, Stéphane, dont la ministre de l'économie, qui a déclaré « C'est important pour la Wallonie, par exemple, d'investir en Palestine, car nous sommes un acteur privilégié de l'économie dans le monde arabe. » Alors Stéphane, une simple question. Quand un pays comme la Belgique ou une région comme la Wallonie investit dans l'autorité palestinienne, dans les territoires palestiniens, est-ce qu'il y a un retour sur investissement ou c'est purement de l'humanitaire ? C'est même pas de l'humanitaire, c'est à fond perdu. Bon, avant de répondre à la question, je dois avouer que je suis un petit peu perturbé quand on dit que la Belgique pourrait investir dans l'autorité palestinienne. Je comprends. Quand on dit que c'est le gouvernement de Wallonie, je comprends moins. Que le gouvernement de Wallonie ait une politique internationale, c'est très très surprenant. Et puis ça nous dit à nous beaucoup de choses quant à l'organisation et l'efficacité de la Belgique. Fermons la parenthèse. Maintenant, pour un investisseur lambda, pour un investisseur typique, mettre ses sous dans l'autorité palestinienne, c'est les perdre. C'est un des régimes les plus corrompus. Puis on vient de voir où va cet argent, parce que l'autorité palestinienne continue avec l'argent de l'aide ou des investissements, c'est exactement la même chose, internationaux, à payer des fonctionnaires pour des dizaines de millions d'euros par mois à Gaza. Cet argent, quand il est transféré à Gaza, n'atteint seulement que partiellement les gens à qui il est destiné, et puis on les retrouve dans les tunnels. Alors si la Wallonie a envie de financer des tunnels d'attaque contre les kibbutznikim israéliens, qu'elle continue, qu'elle réponde positivement à cette sollicitation de l'autorité palestinienne. Et puis l'autorité palestinienne, c'est la corruption absolue, c'est-à-dire que, tout le monde le sait, les Palestiniens eux-mêmes le savent, des sommes qui disparaissent précisément de cette aide internationale, avec soi-disant une entité qui a rien à manger, avec qui donc en proie à d'énormes difficultés économiques et financières, mais dont le président, qui est plus président depuis longtemps, parce que ça fait des années et des années qu'il n'y a pas eu d'élection dans l'autorité palestinienne, monsieur Mahmoud Abbas, est en train de se faire construire un palais. Les sommes articulées sont de 13 ou 15 millions d'euros. Sami El-Soudi nous dit que alors que le palais n'est même pas encore terminé, il y aurait déjà près du double de cette somme qui aurait été investie. Donc si la Wallonie veut aider à construire des palais pour monsieur Abbas, qu'elle continue à envoyer des ministres là-bas et puis à répondre à ces sollicitations, parce que au niveau économique, industriel, en l'état, pendant que l'autorité palestinienne n'a rien à offrir de spécial, n'a pas d'avantage relatif, ni technologique bien entendu, elle n'a strictement, comme je viens de le dire, rien à offrir à des investisseurs. Le jour où l'autorité palestinienne et surtout Gaza, à la place de forer des tunnels pour tuer des gens, se mettront à construire une économie, un économiste américain que j'ai rencontré cette semaine nous a dit que ça pourrait devenir un super Hong Kong, c'est-à-dire comme il n'y a rien, qui a tout à créer et puis qui a des moyens, semble-t-il, ça pourrait devenir un centre mondial, par exemple, de la haute technologie ou de la technologie visant à puiser de l'énergie à la force solaire. Les Palestiniens ont des atouts, mais tant que les Palestiniens se concentrent à tuer des Israéliens, des Juifs et à tuer des Égyptiens dans le désert du Sinaï, leur économie n'intéresse personne. Ils continuent à aller droit au mur, et c'est la résultante de leur choix, Jim. Stéphane, il est déjà 8 heures passées de 22 minutes. Il va falloir qu'on mette fin déjà à cet entretien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane. Tout ça nous a toujours passionnés comme chaque semaine. Et on vous souhaite, en Belgique, puisque nous on a la pluie, nous on vous souhaite le soleil, un magnifique week-end printanier à tous les auditeurs et à tout le personnel de Radio Judaïka.